La famille Kaplan, Lynn et Mark, sont les heureux parents d'un adorable petit garçon de 4 ans, Tyler, qui fait la joie de cette petite famille. Mark est médecin urgentiste et Lynn reste à la maison pour s'occuper de leur fils, avec qui ils partagent tous leurs moments de bonheur. Un matin comme tous les autres, Mark embrasse sa famille en leur souhaitant une bonne journée. Puis il part au travail comme à son habitude. Lynn et Tyler, quant à eux, doivent aller faire quelques courses, histoire de remplir les placards ainsi que le frigo. Sans compter que Lynn prend toujours un petit jeu ou une petite friandise pour Tyler. Lynn prend donc la voiture pour se rendre au supermarché en ville, car il possède une grande maison à la campagne. Pour s'y rendre, elle doit traverser un bois. Elle adore cette route, très peu fréquentée. Il faut juste faire attention, car des animaux sauvages la traversent régulièrement. Mais à part ça, c'est une route tranquille. En arrivant au supermarché, Tyler lui demande un croissant, car une petite faim se faisait sentir. Lynn le lui prend et lui donne. Puis les voilà arpentant les rayons du magasin, tout en rigolant comme à leur habitude. Une fois les courses terminées, Lynn reprend la voiture, direction la maison, car elle devait faire une pizza, l'une de ses spécialités. Toute la famille adore ça. En arrivant au niveau du bois, elle s'arrête pour laisser passer un magnifique chevreuil ainsi qu'une jeune biche. Lynn et Tyler ont le regard qui pétille devant tant de beauté. Puis, une fois les animaux passés, Lynn reprend aussitôt le chemin de la maison. Mais tout à coup, une voiture arrive derrière eux. Le mec ne roule pas droit. Il est ivre et conduit imprudemment. Il essaie de les doubler, mais il semble faire exprès de revenir derrière eux par la suite. Lynn tente de le laisser passer, en lui faisant signe de la main, mais l'homme n'a que faire de ces signes. Lui, ce qu'il veut, c'est leur faire peur. Mais le comportement de Lynn, l'incitant à la prudence, énerve profondément l'homme, qui n'hésite pas à lui rentrer dedans pour lui faire perdre le contrôle de son véhicule. Elle tente alors de s'arrêter pour appeler la police. Mais l'homme stoppe à son tour son véhicule. Puis il casse la vitre de Lynn, qui a une peur inimaginable, et l'homme lui vole son portable. Tyler ne dit pas un mot, mais des larmes coulent sur ses petites joues. C'est alors que Lynn reprend un peu ses esprits. Elle démarre en trombe pour échapper à ce débit pathétique et horrible. Le mec est surpris un bref instant, puis lui aussi reprend sa voiture pour tenter de les rattraper, ce qu'il réussit à faire assez rapidement, en roulant comme un malade. Puis en arrivant derrière eux, le type est tellement en colère qu'il tente de mettre la voiture de Lynn hors de la route. Mais elle réussit de nouveau à lui échapper. Mais tout à coup, l'homme lui fait une queue de poisson, la forçant ainsi à ralentir. C'est alors que la voiture de Lynn se trouve face à une colline. C'est à cet instant que l'homme décide de la lui faire dévaler et de les tuer, sans le moindre remords. L'homme n'hésite pas à pousser le véhicule de la pauvre femme avec sa propre voiture. Lynn et Tyler pleurent et implorent sa pitié, mais rien n'y fait. Puis d'un coup, la voiture de Lynn dévale celle-ci jusqu'en bas. Puis il repart comme si de rien n'était, en continuant de rouler comme un dingue. Mais à croire que le karma a bien fait les choses, car il s'est écrasé contre un arbre, sauf qu'il n'avait presque rien. Il appelle alors les secours, qui arrivent rapidement sur les lieux, mais il ne dit rien au sujet de l'accident, ni du délit de fuite dont il est responsable. Il est conduit à l'hôpital, et le constat est sans appel. Il est complètement ivre. Mais la gendarmerie ouvre rapidement une enquête, car visiblement, de la peinture rouge se trouve sur le véhicule de l'homme, car il y avait eu ce qu'on appelle un transfert. Les gendarmes remarquent des traces de pneus différents de ceux de la voiture de l'homme. En allant un peu plus loin, ils aperçoivent de la fumée en bas de la colline. Les pompiers sont redirigés au bas de celle-ci. Ils y retrouvent alors la voiture de Lynn. Mais malheureusement, Lynn et Tyler sont morts. Mais l'enquête révèle que l'homme est bien leur meurtrier. La police arrive chez Mark, qui s'inquiète de ne pas avoir revu sa femme et son enfant, car ils auraient dû être là depuis longtemps maintenant. Mais tout à coup, la police lui apprend la terrible nouvelle. Sa famille avait péri dans un accident. Mark s'effondre au sol, en pleurs, et sous le choc. Il lui demande de bien vouloir les accompagner, car il doit se rendre à la morgue pour identifier les corps de son fils et de sa femme. Une fois sur place,
il confirme que c'est bien eux. Il est complètement dévasté par la tristesse et la rage qui le ronge. L'enquête a été très rapide et la lumière a été faite sur les causes du décès de la famille de Mark, ainsi que le délit de fuite. L'homme devra affronter le tribunal et le regard de Mark, celui à qui il a vraiment tout pris. Les gens dans le village avaient été profondément touchés en apprenant la nouvelle, car en plus, l'homme à l'origine du drame n'était pas très apprécié, au vu de son comportement méchant et néfaste, au sein d'une communauté très soudée. La consommation d'alcool de celui-ci n'avait aidé en rien ce type, bien au contraire. Mark, de son côté, malgré la tristesse qu'il éprouve, enterre sa famille. Mais il se jura de la venger, coûte que coûte. Pour l'instant, il laisse les choses se tasser un peu. Puis le meurtrier est entre-temps parti en prison pendant quelques années, laissant tout le temps à Mark d'étudier les membres de la famille du type qui lui avait enlevé la sienne, d'une manière tout aussi violente que cruelle. Les années passent, puis l'homme sort de prison, laissant les gens du village stupéfaits et dans l'indignation la plus totale. Mais Mark, quant à lui, avait décidé de laisser passer plus de temps pour sa petite vengeance. Il s'était procuré un autre véhicule, dont personne n'avait connaissance. Les mois passent. Une nuit, alors que tout le village s'était endormi, lors d'une froide nuit d'hiver, Mark avait emmené 3 grosses piques avec lui. Puis il s'introduit chez l'homme, qui lui avait volé et détruit sa vie à jamais. Il ne fit aucun bruit. Il monte dans la chambre des enfants, les bâillonne, puis les attache solidement. Une fois cela fait, il monte discrètement dans la chambre parentale. Il regarde un moment l'homme et sa femme dormir. Puis tout à coup, il assomme l'assassin de sa famille, à coups de batte de baseball. Ensuite, il attache sa femme et réunit tout le monde dans la cuisine pour les massacrer à leur tour, tout comme lui avait fait avec la sienne. Sauf que Mark avait décidé qu'il allait tous les éliminer devant lui, pour que sa souffrance soit au maximum. Il commence par se diriger vers le garçon de 8 ans, en forçant toute sa famille à le regarder faire. Ensuite, il égorge l'enfant, sous le regard impuissant des siens. Ils hurlent à la fois de peur, mais aussi de mépris, un sentiment que connaît très bien Mark, depuis la disparition de sa femme et de son fils. Ensuite, il décapite l'enfant à coups de hache, toujours en les forçant à regarder, ce spectacle macabre auquel il s'adonne avec autant de plaisir. Puis il place l'une des piques qu'il avait emportées avec lui vers la cheminée. Ensuite, il y place la tête encore sanglante du petit, et il fait de même avec le reste de la famille. Il emmène le père de famille dans une vieille voiture qu'il s'était procurée quelques mois plus tôt. Mais personne n'était au courant, vu que la transaction avait été faite en liquide. Mark n'avait même pas pris la peine de mettre les papiers du véhicule en règle, vu qu'il allait s'en servir qu'une seule et unique fois. Avec une barre de tractage, il embarque la voiture du type jusqu'à la fameuse colline. Je pense que vous avez un bref aperçu de ce qui va se passer maintenant. Mark remet le type au volant de son propre véhicule, qu'il asperge d'essence au passage. Puis il le menace avec une arme. L'homme est figé de peur. Mark grimpe dans sa voiture et pousse l'homme en bas de la colline, celle-ci même où sa famille avait été lâchement et brutalement assassinée. Une enfant nommée Luciana vient d'une famille très pieuse et pratiquante. Tous les dimanches, elle et sa famille vont à la messe. Elle prie beaucoup tous les jours avec une foi inébranlable, à laquelle ils sont tous très attachés. Les parents travaillent beaucoup, et quand la jeune fille n'est pas à l'école, c'est donc ses grands-parents qui s'occupent d'elle. La petite s'entend très bien avec sa grand-mère, mais son grand-père, avec lequel elle partage vraiment tout, ils avaient développé tous les deux une complicité incroyable. Ils vont à la pêche l'été, l'hiver, ils font de la luge et pratiquent toutes sortes d'activités, et pour les fêtes, le grand-père se déguise même en Père Noël. Ce sont pour eux des moments magiques gravés à jamais dans leur mémoire. Puis quelque temps plus tard, la grand-mère tombe gravement malade. Toute la famille s'occupe très bien d'elle, mais malgré tous les soins apportés, la maladie l'emporta. Toute la famille est bouleversée par cette perte tragique. Ils avaient pourtant prié si fort. Mais pourquoi Dieu n'avait-il rien fait? Voulait-il les mettre à l'épreuve?
Personne ne le sait, mais ça a profondément marqué la petite Luciana. Malgré ces douloureuses épreuves, le grand-père voulut toujours garder la petite quand les parents travaillaient, ce qui ne fut pas pour les déplaire. Bien au contraire, leur complicité s'était renforcée davantage. Puis les années passent malheureusement très vite, et son grand-père n'a plus la même force qu'auparavant. Alors la petite s'occupe de lui. Elle va avec lui au bois pour couper des vieux arbres, pour se chauffer l'hiver, car ceux-ci sont rudes. Luciana l'aide au maximum. Mais plus le temps passe, plus son grand-père s'affaiblit. Les parents le laissent garder la petite malgré tout, à la demande de ceux-ci, car l'aide qu'elle lui apporte lui est bénéfique. C'est maintenant Luciana qui prend soin de son grand-père. Il a toujours été là pour elle, alors maintenant, c'est à son tour de prendre soin de lui. C'est donc tout naturellement qu'elle arrête l'école. La petite est très empathique, donc elle travaille dur pour lui. Sa famille lui avait tant donné durant son enfance que c'est normal qu'elle lui vienne en aide à son tour. Mais un jour, la maladie est venue de nouveau les frapper. Luciana, déjà à terre, voyant son grand-père se dégrader jour après jour, sans compter les durs labeurs auxquels elle est confrontée, car en plus de s'occuper de lui, elle faisait aussi le ménage, nourrissait les animaux. Elle s'occupait elle-même du bois, car son pauvre grand-père ne pouvait plus. Elle s'occupait aussi du jardin, puis elle aidait aussi ses parents à labourer les champs. Ils vivent une époque assez difficile, mais Luciana avait toujours pu compter sur toute sa famille, étant gamine. Alors maintenant, c'est sur elle qu'ils peuvent tous compter. Elle leur doit bien ça, c'est normal. De plus, Dieu voyait ses bonnes actions. Mais malheureusement, la tragédie vient la frapper de nouveau, avec la perte de son grand-père. La jeune fille est anéantie par la douleur. Là aussi, elle avait si souvent prié, mais Dieu, une fois de plus, n'avait pas écouté ses prières. Pourtant, celle-ci était si profonde. Malgré tout, elle garde encore un peu de foi en elle, même si celle-ci l'avait quelque peu abandonnée. Elle prie moins souvent. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle n'en voit plus trop l'utilité maintenant. Elle continue sa vie de dur labeur. Mais Luciana est fatiguée physiquement et psychologiquement. Une faiblesse s'est installée en elle. Un soir, alors qu'elle est couchée, prête à s'endormir, elle entend une voix dans sa chambre. Ça dit « Alors, on dirait que ton Dieu t'a abandonné. » C'est alors qu'elle allume la lumière, pensant que quelqu'un est entré dans sa chambre. Mais elle ne voit rien. Par contre, elle sent comme une présence malsaine. Quand ses yeux balayent la pièce, elle entrevoit une ombre un peu bizarre dans le coin de sa chambre. Évidemment, elle a sursauté en se demandant si elle n'avait pas rêvé. Puis tout à coup, l'ombre a subitement disparu, laissant au passage une trace indélébile en elle, celle de la peur la plus intense qu'elle n'a encore jamais ressentie. Puis, entre les premiers frissons d'angoisse et les derniers instants de panique, elle se ressaisit enfin. Le lendemain matin, Luciana ne dit pas un mot à ses parents de ce qu'il s'était produit la nuit dernière, mais ça la hantait toujours. Elle les observe pendant le petit déjeuner. Ils planifient les tâches de la journée à accomplir. Elle se laisse bercer par la douce voix de sa mère. Luciana était pensive, quand tout à coup, un énorme bruit venait de retentir, interrompant ainsi sa mère qui se fige sur place. Un énorme miroir venait de tomber à terre et se briser, les laissant tous perplexes. Le père fut assez choqué sur le coup, car c'était lui qui avait fixé celui-ci, et il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas tomber ainsi. De plus, le miroir était lourd. C'est pour ça qu'il avait fait en sorte qu'il ne puisse absolument pas bouger. Inconsciemment, la famille se réfugie dans la prière, même si aux yeux de Luciana, cela n'avait plus autant d'importance qu'auparavant. Mais elle le fait quand même, par respect envers ses parents. Quelques mois passent sans incident, mais c'est un peu après, à son adolescence, que tout s'est enchaîné de manière sporadique. Au début, ils entendent des bruits de part et d'autre. Puis des grattements ont commencé à résonner dans les murs. Des bruits de pas se fit entendre, alors qu'une seule personne était dans la maison. Les déplacements d'objets inopinés, les portes qui claquent toutes seules. Des ombres noires
aperçut furtivement du coin de l'œil. Voilà comment tout a commencé. Mais vous vous doutez bien qu'ils sont encore très loin d'avoir vécu le pire, car les phénomènes augmentent de manière crescendo. Un soir, Luciana va se coucher, comme à son habitude, après une dure journée de travail, quand tout à coup, elle entend la même voix que la dernière fois lui dire « Coucou, l'oublié de Dieu. Visiblement, il n'écoute toujours pas tes prières. » Elle se sent violée dans son intimité, puis elle rétorqua aussitôt instinctivement. « Fiche le camp, tu es le diable !» Puis elle allume la lumière, sans voir personne évidemment. Elle scrute la pièce du regard. C'est à ce moment-là qu'elle voit une ombre noire dans un coin de sa chambre. C'est la même qu'elle avait déjà observée auparavant. Elle fixe Luciana, mais d'un coup, elle disparaît là, juste sous ses yeux. La jeune femme n'a jamais pu se rendormir après cela. Elle vit une adolescence particulièrement difficile. Elle travaille très dur. De plus, son mal-être s'intensifie davantage depuis peu. En effet, elle n'a plus autant d'entrain qu'auparavant. Sans compter qu'elle fait d'horribles cauchemars, tous plus terrifiants les uns que les autres, sans doute à cause de ce qui se produit dans la maison. Le matin, elle se réveille aussi fatiguée que quand elle s'était couchée la veille au soir, comme si quelque chose pompait son énergie pendant la nuit. C'est à la fois frustrant et gênant, car elle doit travailler. Mais une nuit, alors que toute la famille est couchée, ils entendent un vacarme pas possible dans la cuisine. Un bruit de vaisselle cassée avait résonné dans toute la maison. Tout le monde s'est levé pour voir les dégâts dans la pièce, s'attendant à voir le pire, vu le bruit. Mais rien. Il n'y avait absolument rien. Les regards à la fois stupéfaits et remplis de peur se croisent. Puis tous retournent se coucher, perplexes et sans la moindre idée de ce qu'il venait de se passer. Mais plus les jours passent, plus les phénomènes s'intensifient davantage. De plus, les parents ont constaté que ceux-ci se produisaient toujours en la présence de Luciana. Quand elle n'était pas à la maison, il ne se passait rien. Mais au fil du temps, le comportement de la jeune fille a littéralement changé. Sans compter que maintenant, en plus de tout ça, elle est prise par moments de violentes crises de colère, sans même savoir pourquoi. Puis ensuite, une fois la crise passée, elle ne se souvient plus de rien. Et plus les jours passent, plus ce changement est marqué. Elle ne veut plus prier, disant à ses parents que ça ne sert à rien. Sans compter que maintenant, des traces étaient apparues sur son corps, ainsi que des morsures. Mais elle ignorait pourquoi. Un jour, ses parents ont pris la décision de l'emmener chez le médecin du village. Mais à part une grosse fatigue, ils ne constatent rien d'autre. Mais en regardant les marques sur son corps, il est abasourdi par ce qu'il a sous les yeux. On dirait des traces de coups, ainsi que des morsures bizarres. Les parents, surpris, lui demandent si elle avait pu se faire ça elle-même. Mais le médecin soulève alors ses longs cheveux, pour constater une énorme morsure à la base de sa nuque. Il regarde ceux-ci d'un air perplexe, en leur disant que non. Jamais elle n'aurait pu se mordre à cet endroit de son corps, ni même à la jambe gauche, et encore moins sur la jambe droite, où une autre de ces morsures était visible au niveau de la cheville. Les parents lui parlent aussi de ces violentes crises de colère, mais il est bien incapable de les expliquer. Sur le chemin du retour, les parents décident de l'emmener voir le curé du village, mais elle refuse catégoriquement. Mais il semblerait visiblement qu'elle n'ait pas son mot à dire. En entrant dans l'église, elle a comme un haut-le-cœur, puis elle vomit. Quand le curé arrive vers elle, Luciana lève alors les yeux pour le regarder. Mais celui-ci fit un bond en arrière, au vu du regard noir qu'affichait son visage. Le curé discute alors avec ses parents, qui leur raconte tous les phénomènes constatés à la maison. Il leur parle aussi de ses cauchemars, ainsi que les traces de coups et les morsures qu'elle porte sur le corps, et aussi de ses crises qui sont de plus en plus violentes. Les parents lui expliquent qu'ils sortaient à peine de chez le médecin, et que celui-ci leur avait dit que toutes ces traces étaient bien des traces de coups, et que jamais Luciana n'aurait pu s'infliger ça elle-même. Idem pour toutes ces morsures. Le curé demande à les voir. La jeune fille lui montre, mais visiblement, il semble choqué par ce qu'il a sous les yeux. C'est seulement à ce moment-là que Luciana révèle qu'elle voyait de temps à autre
une ombre noire qui lui disait que Dieu n'écoutait pas ses prières et qu'il l'avait abandonnée. Mais les parents sont sous le choc en apprenant tout ça. Elle lui demande pourquoi elle n'avait rien dit auparavant. La jeune fille leur répond qu'elle ne voulait pas les inquiéter davantage, plus qu'ils ne l'étaient déjà, avec tout ce qui se produisait à la maison. Le curé demande à Luciana de s'asseoir sur un banc. Elle accepta, puis lui ainsi que ses parents s'éloignent un peu. Puis une discussion s'engage entre eux. Au vu des dires de ses parents, ainsi que les phénomènes observés, le curé leur demande de bien vouloir la placer au couvent, pendant quelque temps, pour voir ce qu'il se passe. Les parents ont accepté, sans demander l'avis de Luciana. Quand elle apprend ça, elle entre dans une colère noire. Alors le curé s'est approché avec prudence, puis a posé une croix sur elle. C'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Tout à coup, ses yeux sont devenus noirs. Elle faisait de nouveau une crise, d'une rare violence. Elle insulte le curé, puis le repousse violemment, mais il s'obstinait. Alors elle le frappe avec une force surhumaine. Puis sans crier gare, Luciana s'évanouit. Mais quelque temps plus tard, en se réveillant, elle ne savait plus ce qui s'était passé. Ses parents la regardent alors avec à la fois un regard de compassion, mais elle pouvait lire aussi dans celui-ci de l'horreur, presque du mépris à son égard. Le curé, qui était à côté de Luciana, se retrouve marqué au visage. Il saignait. Elle demande ce qu'il s'est passé. Il lui raconte alors toute l'histoire, et que c'est pour ça qu'ils voulaient tous qu'elle aille au couvent, avec tout ce qui se passe dans leur vie en ce moment. Car ils craignaient une possession démoniaque. Et au vu de la scène à laquelle ils viennent d'assister, cela les conforte dans leur théorie. Luciana fut conduite immédiatement au couvent. Le curé croise la mère supérieure dans un couloir. Il l'informe alors de l'état de la jeune Luciana, qui n'est autre qu'une possession démoniaque. Celle-ci la regarde avec une crainte incroyable. Elle la dévisage comme jamais personne ne l'avait fait auparavant. Luciana pouvait ressentir la peur qu'elle lui inspirait. Elle semble amusée de cette situation. Puis elle fut transportée dans sa chambre, où pour elle, tout y était austère et vide de sens. Mais une autre crise survient. Là, Luciana fixe la mère supérieure en lui disant « Ton fils est avec nous, ma sœur. Dommage que tu t'es montré incapable de l'empêcher de commettre l'acte ultime. Mais sache qu'au moment où il a rendu son dernier souffle de vie, en se pendant, c'est à toi qu'il pensait. La mère supérieure la regarde. Une larme coule sur sa joue rougie par l'émotion. Puis elle lui dit « Que Dieu te pardonne, mon enfant. Tu devrais en faire autant. » Dieu pardonne, Dieu oublie. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Le curé fait appel à un prêtre exorciste pour lui parler de la situation de Luciana. Celui-ci accepte de la rencontrer. En fait, sa visite avait pour but de confirmer ou non une éventuelle possession. Quelque temps plus tard, le prêtre se rend sur les lieux. Mais après plusieurs jours d'observation et de nombreuses crises auxquelles la jeune fille a été confrontée, le prêtre confirme bel et bien la possession démoniaque. Le prêtre exorciste demande au curé s'il pouvait l'assister pendant le rituel de l'exorcisme. Celui-ci accepte, malgré une peur assez palpable. La décision fut prise avec l'accord de ses parents ainsi que celui de l'Église pour pratiquer sur elle un exorcisme mineur. Celui-ci aurait lieu 3 jours plus tard. Le prêtre exorciste demande au curé « Comment vous sentez-vous » ? « Je suis prêt. » Croyez-moi, on n'est jamais prêt à vivre l'impensable. Arrivé au terme de ce délai, la première séance d'exorcisme a pu avoir lieu. Mais celle-ci fut très difficile pour le prêtre qui la pratiquait, car le démon ne se laissa pas faire. De plus, il était d'une puissance phénoménale. Le prêtre avait laissé échapper ces mots. À croire que je me bats contre le diable lui-même. Mais il ne savait pas encore à quel point il avait raison. Plusieurs séances d'exorcisme sont programmées, mais au bout de quelque temps, les autres sœurs de l'établissement subissaient elles aussi certains phénomènes, comme des portes qui claquent toutes seules, des bruits, des voix. C'est comme si Satan avait fait main basse sur le couvent.
Tout le monde dégageait un sentiment de peur vraiment très prononcé à son égard. Mais entre-temps, le prêtre exorciste pratique un rite d'exorcisme majeur, au vu des nombreux échecs des précédents qui étaient, eux, des rites mineurs. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le diable dit alors au prêtre: « Tu n'as aucun autre choix qui s'offre à toi. Tu peux la libérer, mais seulement par la mort. Tu dois la tuer, sinon vous allez tous mourir. Et sache que, tant qu'elle sera encore en vie, je ne la quitterai jamais. » Le prêtre rétorque alors avec une voix déterminée: « Je ne vais pas la laisser mourir. C'est une enfant de Dieu. Et je me battrai autant qu'il le faudra. Mais tu vas devoir céder. Au nom de notre Seigneur. » Et c'est à ce moment-là que le diable avait décidé d'anéantir le couvent tout entier, et de tuer tout le monde qui s'y trouvait, ou encore quiconque avait été rattaché à ce lieu, de près ou de loin, en se servant de son corps pour y parvenir. Les parents n'y ont pas échappé non plus. Mais Luciana ressentait un étrange sentiment, celui de la toute-puissance. Puis, elle dit à haute voix: « Alors que Dieu m'avait abandonné, le diable, lui, m'a tendu la main. » Je m'appelle Kelly. Je suis quelqu'un de simple. Enfin, j'entends par simple une fille pas trop compliquée à vivre. Du moins, c'est mon ressenti en tout cas. Dans la vie, tout me sourit. J'ai un travail que j'aime. Je suis architecte. J'ai une belle maison à la campagne. Bref, tout ce qu'il me manque maintenant, c'est l'amour. Alors un jour, j'ai eu l'idée de me chercher un partenaire sur Internet. J'ai vu plusieurs profils qui sur le coup ne m'ont pas vraiment intéressé. Mais en allant plus loin dans mes recherches, je tombe sur un homme, Dylan, qui lui portait tous les critères requis. Sans compter que nous avions beaucoup de points en commun. Il aimait la nature, moi aussi, la musique, les animaux, enfin bref, pas mal de choses en fait. Mais par manque de courage, je ne lui ai pas écrit. Ma redoutable timidité m'avait stoppé net dans ma démarche. Alors j'ai abandonné un moment. J'étais déçu, mais non désespéré. Quelques jours passent. Je retourne de nouveau sur le site de rencontre pour vérifier si j'avais éventuellement des messages. J'en avais effectivement reçu, mais aucun ne m'avait vraiment intéressé au point que j'y porte une réelle attention quelconque. Entre-temps, ma copine Amanda organise une fête chez elle. Bien évidemment, j'y suis invitée, car celle-ci voulait à tout prix me caser avec un homme. Elle avait pensé à tout, car elle avait fait venir Brad, le frère de son copain. Bref, nous n'allons pas perdre de temps là-dessus, car c'était un fiasco complet, sans compter une mémorable perte de temps. Amanda me demande pourquoi il ne me plaisait pas. Il est mignon, me lâche-t-elle comme ça d'un coup. Je lui réponds que ça ne fait pas tout. En plus, le type est carrément à l'opposé de ce que je recherche. Puis une fois la soirée terminée, je rentre enfin chez moi, avec un doux sentiment d'avoir pu échapper à un abruti de première. J'étais fatigué, d'autant plus que Brad m'avait encore plus saoulé que la tequila que m'avait servi Amanda tout au long de la soirée. C'est vous dire à quel point le mec était lourdingue, quoi. Je me suis préparé, puis enfin je me suis couché. Le lendemain, en rentrant du boulot, je décide de nouveau d'aller sur le site de rencontre. J'avais évidemment reçu d'autres messages, tous plus inintéressants les uns que les autres. Enfin, sauf un, qui celui-ci pour le coup, avait vraiment retenu mon attention. C'était Dylan. Nous avons discuté un moment. C'était sympa. Mais malheureusement, j'ai dû mettre fin à notre discussion, car je devais me préparer pour ma journée de travail du lendemain. Dylan et moi discutions tous les jours qui ont suivi. Il était plutôt sympa. C'est donc tout naturellement que nous sommes partis sur Facebook, où nous avons discuté en cam. Puis les mois ont passé. On dialoguait tous les jours. Nous étions enfin prêts pour une réelle rencontre. Le lendemain, nous devions prendre un café ensemble, pour faire plus ample connaissance. J'étais arrivé un peu en avance. Tout d'un coup, je le vois entrer à son tour dans le bar. Il s'est approché de moi, m'a dit bonjour, et nous avons discuté. C'était comme si on se connaissait depuis toujours.
Le courant passait bien, et ce sentiment s'accroît au fur et à mesure de la discussion. Le soir même, il voulait m'inviter au restaurant, mais j'ai dû décliner l'invitation, car le lendemain, ma journée devait débuter très tôt le matin, sans compter que je suis méfiante de nature. Mais bon, ce n'était que partie remise. 3 jours plus tard, il m'avait de nouveau invité au restaurant. Cette fois, j'ai accepté. Je ne travaillais pas le lendemain. Pendant le dîner, on discutait et rigolait ensemble. C'était agréable. Ensuite, il me propose de faire une petite balade en fin de soirée. Là aussi, nous avons beaucoup discuté. Puis il m'a raccompagné chez moi. C'est juste devant ma porte que nous avons eu notre premier baiser. C'était bien. Puis je suis rentrée. Même pas 1 heure plus tard, mon téléphone sonne. C'était Dylan qui m'appelait pour de nouveau m'inviter, étant donné que la première soirée s'était bien passée. J'avais accepté avec joie. Le lendemain, en rentrant du boulot, je me prépare pour la soirée. Nous devions nous retrouver au même restaurant. Mais tout à coup, ça sonne à ma porte. Je vais l'ouvrir tout en finissant de mettre mes boucles d'oreilles. Quelle fut pas ma surprise quand je vois Dylan sur le perron de celle-ci. Il avait voulu me surprendre en venant me chercher. C'était réussi. Je le fais entrer puis je lui offre un verre de vin, car je n'étais pas encore tout à fait prête. Ensuite, nous sommes partis ensemble au restaurant. Tout s'était de nouveau bien passé. Arrivé devant chez moi, je lui propose de prendre un dernier verre. Il accepta. Nos discussions étaient interminables, mais fort enrichissantes. Au bout d'un moment, il m'a de nouveau embrassé. Je me sens à l'aise avec lui, sans compter qu'il a ce petit truc en plus qui fait que je me sente bien à ses côtés. Plusieurs mois passent. Nous avons décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. C'est donc tout naturellement qu'il a emménagé chez moi. Au début, il voulait qu'on se prenne une autre maison, mais j'étais vraiment très attachée à la mienne. Donc, l'idée fut très vite oubliée, ce qui est parfait pour moi. Mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Les mois passent. Tout était comme dans un rêve. Puis un jour, mon amie Amanda est passée me voir à la maison. On a bu un café, puis on a discuté. Mais je sentais qu'elle n'était pas à son aise. Je lui demande ce qu'il se passe, car je ne la trouve pas comme d'habitude. Elle me demande si elle pouvait me parler franchement. Je lui réponds que oui. C'est ainsi que nous débutons notre discussion sur les activités de Dylan hors de la maison. En effet, elle me dit qu'elle avait croisé Dylan sans même qu'il ne la remarque. Amanda n'a rien osé lui dire, vu qu'il était en train de flirter avec une autre femme. Au bout d'un moment, je mets des doutes sur la sincérité de mon amie. Je lui dis qu'elle a peut-être mal interprété ce qu'elle avait vu, mais elle me soutient que non. Je lui explique alors que je suis désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas croire en ce qu'elle me dit, mais il me faut des preuves tangibles et irréfutables avant d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Je lui demande si de nouveau ça se reproduit, de prendre des photos discrètement avec son portable. Elle me répond que oui, elle le fera. Quand Dylan rentre à la maison, je ne change en aucun cas mon comportement, car si toute cette histoire était vraie, je ne voulais pas qu'il sache que j'étais au courant de quoi que ce soit. Mais malheureusement, mon amie Amanda revient de nouveau chez moi 1 semaine plus tard, avec cette fois des photos qui non seulement ne sont pas truquées, car sur certaines, j'y vois la date d'aujourd'hui, ainsi que l'heure. Nous discutons longtemps avec mon amie. Elle me demande ce que je pense faire par la suite. Je lui réponds que j'aurai une discussion avec lui, puis ensuite, je le quitterai. Mais pour le moment, je ne dis rien à Dylan. Je voulais faire moi-même ma propre enquête. Mais tout à coup, il me dit que le week-end suivant, il sera absent pour son travail. Voilà pour moi une opportunité à ne pas laisser passer. D'autant plus que ça tombait bien, car ce fameux week-end, je ne travaillais pas. Je ne laisse rien transparaître. J'agis comme à mon habitude, mais j'avais déjà de mon côté pris la décision de le suivre, car je voulais avoir mes propres preuves, pour pouvoir ainsi mieux le confronter. Le fameux week-end arrive. J'avais loué une voiture pour ne pas qu'il reconnaisse la mienne. Je l'avais laissée dans la rue, comme ça, il ne pouvait absolument pas connaître mes intentions. Sans compter que je lui avais dit que j'allais passer le mien en cure thermale, que ça me ferait le plus grand bien. Mes affaires étaient déjà prêtes. Nous buvons un café avant de partir. Puis il m'embrasse en me souhaitant un bon week-end. Je fis de même, comme si de rien n'était. Puis il quitte la maison,
Je lui emboîte le pas sans qu'il me voie. Je le suis à une distance raisonnable. Au bout d'à peu près 1 heure de route, il s'arrête dans l'allée d'une maison. Quant à moi, j'étais resté à bonne distance. Je peux tout voir, mais lui n'avait même pas remarqué qu'une voiture le suivait. Bref, il sonna à la porte, et bien évidemment, c'est une femme qui lui ouvre celle-ci. Dylan l'embrasse tendrement. Je le filme discrètement. Puis j'ai attendu que la nuit tombe. Vous vous doutez bien que je n'avais pas fait tout ce chemin pour rien quand même. Je voulais avoir une preuve encore plus concrète, à savoir les voir ensemble, au lit. Quand ce moment arrive enfin, je filme de nouveau pendant un petit moment. Je le fais pendant de longues minutes. Puis ensuite, il était grand temps de repartir chez moi, pour préparer ainsi ma confrontation avec Dylan. Et aussi pour fêter dignement le retour de mon amour, auquel je tenais tant. Je prépare le retour de l'amour de ma vie. Je pense... je suis sûre qu'il s'en souviendra longtemps. Mais bon, il faut quand même bien mettre les choses au clair, non? Vous ne croyez pas? Moi si. C'est important de dire ce que l'on pense. Vraiment. Le week-end touche bientôt à sa fin maintenant. Mon chéri ne va plus tarder à rentrer. Je lui ai concocté un bon repas. Autant discuter le ventre plein. C'est mieux. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Je vérifie si tout est bien en place, pour ainsi constater que oui. Parfait. Je suis ravie. Ah, le voilà qui rentre. Il me dit bonjour. Elle me demande comment était mon week-end. Je lui réponds que la cure thermale m'avait fait le plus grand bien. Et que j'y ai aussi appris quelques petits trucs pour combattre le stress. Il est vraiment ravi pour moi. De mon côté, je joue la fille qui ignore tout. Puis, je lui demande. Comment s'est passé ton week-end? Un peu fatigant, mais ça va. Une pensée me traverse l'esprit. Tu m'étonnes, ça fatigue le sport en chambre. Enfin bref, je lui dis de s'installer dans le salon et que j'allais lui apporter un verre pour le mettre à l'aise. Je lui dis aussi que je lui ai préparé un bon repas. Il est heureux. Il me dit T'es vraiment la meilleure des femmes du monde. Sans blague, mais pourquoi aller voir ailleurs dans ce cas? Me disais-je en silence. Puis, enfin le moment de passer à table arrive. Il me regarde, constatant que je lui avais préparé son plat favori, des lasagnes à la bolognaise. Il était fou de joie, et il me demande. T'as changé ta recette? Je trouve qu'elle a un meilleur goût. Je lui répondis simplement par oui. Il me félicite pour ce délicieux repas. Mais mon chéri ne se sent pas très bien d'un coup. Je lui dis que j'ai une autre surprise qui l'attendait dans la cave. Un jour, au début de notre relation, je lui avais dit que j'allais installer un établi rempli d'outils, vu qu'il est bricoleur. Alors c'est ce que j'ai fait. Il est vraiment fatigué, mais il tient tout de même à le voir. Encore heureux qu'il veuille le voir. J'ai pas fait tout ça pour rien non plus quand même. Merde, ça m'a pris du temps. J'ouvre la porte de la cave. Je lui allume la lumière, puis je le laisse passer devant, pour qu'il puisse apprécier sa surprise de plus près. Ah, ça pour la voir de près, il allait vraiment la voir de très près même pour le coup. J'attends qu'il descende 2 marches, puis je le pose violemment dans l'escalier, qu'il dévale au complet. Évidemment, il s'était fait mal le pauvre chouchou. Mais bon, c'était le but recherché après tout. Il est complètement sonné, à un tel point qu'il est tombé dans les pommes. Je le mets assis sur une chaise, puis je l'attache. Une fois cela fait, j'attends que monsieur se réveille. Sauf que je perds assez vite patience. C'est alors que je décide de lui balancer un seau d'eau dans la tronche, pour accélérer un peu le mouvement. C'est à ce moment-là qu'il se réveille, enfin, et me demande. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Et pourquoi je suis attaché d'abord? Je lui réponds que je suis au courant de tout. Il me regarde d'un air ignorant. Je lui montre alors les photos, ainsi que les vidéos. Non, c'est parce que tu crois, je peux tout expliquer. Mais non, monsieur lui tout en bloc, alors que c'est pourtant sous son pif. Il est con, je vois pas d'autre explication. Je sors alors mon arme à feu, que mon ex-petite amie m'avait offert quelques années plus tôt. C'était un bon flingue,
que j'avais déjà testé et approuvé. Mais tout à coup un sentiment de peur le traverse. Il me dit tout en me suppliant. Je t'en supplie, fais rien de stupide que tu pourrais regretter plus tard. Ah mais t'inquiète chérie, je ne vais rien tenter de stupide. Mais il faut que tu comprennes que ce que tu as fait est vraiment très mal. Et que ce n'est pas juste. Je suis désolé, je voulais pas te faire de mal, je te jure. Mais pose ce flingue s'il te plaît. Bah voilà maintenant qu'il fond en larmes, en me faisant des excuses. Je le regarde avec un air pas convaincu du tout. Mais c'est surtout que j'en ai rien à foutre en fait. Moi, tout ce que je vois, c'est le mal qu'il m'avait fait. Je te jure, t'es une folle qui devrait se faire interner, t'es qu'une bonne à rien de toute façon. Alors toi, tu vas te calmer direct. Tu ne parles pas comme ça, ok? Maintenant, les insultes. Mais bien sûr, on dirait bien que monsieur inverse les rôles. C'est alors que je lui tire une balle dans la jambe. Il hurle de douleur. Évidemment, ça fait mal. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein? Putain, espèce de salope, ça fait mal, je te jure, tu vas me le payer, sale garce. Oh, ça va, hein, braille pas comme ça. Puis un fauteuil roulant, c'est pas si cher que ça. En plus, toi tu t'en fous des petites thunes. Donc ça va. Franchement, c'est pas la peine de gueuler comme ça. Non, non, attends, t'as pas tout compris là. Tu m'insultes, sale bâtard, mais devine qui va te la mettre à l'envers sur ce coup. Espèce de taré. Ah oui, au fait, au passage. Pas mal pour une soi-disant bonne à rien. Tu as tendance à légèrement inverser les rôles, toi. Pauvre con. Je lui demande aussi d'un calme rare. Tu vas aussi m'envoyer un texto sur mon portable qui dit « Désolé Kelly, mais je te quitte. J'ai une autre femme dans ma vie. Encore désolé. » Attends, tu m'as explosé la jambe juste pour ça, tu peux pas le faire toi-même. Pourquoi je dois le faire d'abord? Parce que je te le demande, du con. Et surtout ne fais pas de conneries inutiles que tu pourrais regretter. Fais-le, c'est tout. Je me rapproche alors de lui pour voir s'il a vraiment le message que je lui ai dit. C'est bon, il l'a fait et me l'a envoyé. Un problème de moins à gérer. Voilà, ça, c'est fait. Puis tout à coup, il se met à vomir tout son repas. T'as mis quoi dans ces putains de lasagnes pour que je sois malade comme un chien? Moi, qui suis une fille honnête, je lui ai dit que j'avais ajouté de l'amour au rat. Oui, j'ai pensé à ça, car en voyant ce qu'il m'avait fait, pour moi, ce n'était ni plus ni moins qu'un rat. Donc, ben voilà quoi. Ça me semblait approprié au vu de la situation. De plus, je lui dis que j'avais aussi ajouté un peu d'arsenic, histoire de sublimer le tout. Puis je me rapproche alors de lui. Je tourne la chaise pour le mettre face à un puits de plus de 24 mètres. Là, bien évidemment, il a flippé. Bon, en même temps, il y a de quoi. Je le comprends. Mais avant de faire souffrir une femme inutilement, bah, il faut réfléchir au moins un minimum. Mais lui, non. Rien. Nada. En voyant le sang s'échapper de sa plaie, je me suis dit, tiens, je vais être sympa. Je lui ai désinfecté le trou qu'avait laissé la balle avec de la javel. Commencez pas à me juger, la javel, ça désinfecte très bien ma maison. Donc une plaie, c'est pareil. Alors me voilà parti prendre la javel qui était posée sur un petit meuble. Je déchire son pantalon sans aucune délicatesse. Mais alors vraiment aucune, hein. Puis je verse directement la javel sur sa jambe. C'est le cas de le dire, il n'a jamais gueulé aussi fort. Mais bon, bref. Ça fait mal? Oh non, non, sale conne, je joue de plaisir. Donc c'est parfait. Tu vois chérie, si ça fait mal, c'est que c'est bien désinfecté là. Ah ouais, tu trouves ça bandant? On verra si c'est toujours le cas dans un moment, connard. Ah, les mecs et la douleur, franchement, ça fait pas bon ménage. Mais peu importe. Tout à coup, je me souviens qu'il faut que je m'exerce à la couture. Ah, problème, je n'ai pas de tissu pour coudre aussi. Non, mais par contre j'ai un mec. Ça fera bien l'affaire. Je prends alors mon couteau, puis je coupe à plusieurs endroits. Bon, je tranche assez profond, car je dois améliorer mon point de croix. Oui, effectivement, car de ce côté-là, je suis pas tout à fait au point. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Puis je commence ma couture. Sauf que monsieur braille comme un veau. Je sais qu'on n'entend rien,
Mais moi, j'arrive pas à me concentrer dans ces conditions. C'est alors que je lui dis. Bon, tu veux bien éviter de gueuler comme ça, là? Non, car moi, ça me déconcentre. Et si je suis pas bien concentré à ce que je fais, franchement, je vais encore faire des conneries. Et ça sera encore pire. Donc, chut, silence. Puis tout à coup, il me regarde, tout en versant quelques larmes, en me disant. Je pensais pas que t'étais ce genre de femme à faire ce truc. T'as oublié de me dire d'autres trucs pendant que j'étais avec toi? T'as encore combien de squelettes planqués dans tes placards? Là, je le regarde. Puis d'un coup, je me souviens de mon ex, David, qui était effectivement dans l'un des placards en fer que j'ai dans ma cave. Sauf que j'avais enfermé ce cher David il y a maintenant 4 ans. Et que je l'avais un peu oublié, pour être franche. Le truc ne doit plus être bien frais après ça. C'est alors que je dis à Dylan, tout en me dirigeant vers la porte du fameux placard. Ah ben merde alors! Merci chérie! Tu viens de me rappeler que j'avais enfermé mon ex David là-dedans, il y a maintenant 4 ans de ça. Le pauvre! Il ne doit plus être bien frais. Il a dû sécher depuis le temps. J'ouvre la porte pour y découvrir un squelette. J'entends Dylan vomir triples et boyaux. Décidément, les mecs et la bidoche pas fraîche, ça fait pas bon ménage. Puis je lui dis. Ah bah oui, effectivement. Il y a bien un squelette dans mon placard. Oups, je l'avais oublié celui-là. Mais tout à coup, Dylan se met à pleurer encore plus. Je lui dis. Oh ça va, tu vas pas faire ta chochotte quand même. Après tout, c'est juste un squelette. C'est vrai quoi, regarde. Il est tout sec le truc. Alors vous les mecs, dès que vous voyez un cadavre, c'est le bordel hein. Vous flippez vraiment pour rien. Sérieux, tu me fais vraiment pitié là. Je prends ce cher David, enfin plutôt ce qu'il en reste, et je le balance dans le puits, là où il aurait dû atterrir depuis quelques années déjà. Mais bon, que voulez-vous? Je l'avais oublié. Ça arrive hein. Dylan me regarde avec un air suspicieux et paniqué, sur ce que m'avait fait David pour mériter de finir en cadavre enfermé dans mon placard. Lui aussi il t'a trompé? Non, lui il a juste cherché à me voler tous mes biens, ainsi que mon argent. Mais comment dire, ça ne s'est pas vraiment passé comme il l'imaginait. Le pauvre, regarde par toi-même mon chéri. Mais bon, il est temps que je reprenne la couture sur toi bébé. Regarde, t'as plus saigné encore. Bon allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin, si on veut, hein, façon de parler. Car moi et la couture, ça fait 2. Donc il va y avoir des petits ratés. Mais t'inquiète, je gère. Ce pauvre Dylan commence à avoir des sueurs froides. Tu m'étonnes. Qui n'en aurait pas dans ces conditions? Je reprends un plus grand couteau. Je lis la peur sur son visage. Mais en fait, comment dire? Je m'en fous royalement. C'est alors que je décide de lui extraire la balle moi-même, avant de reprendre ma couture. Bah oui, j'ai pas envie qu'il me claque dans les bras. Quand même, soyons sérieux. Je suis une femme appliquée, moi. Je ne néglige jamais mon travail. Sauf que je constate très vite qu'avec le grand couteau, ça ne fonctionne pas. Je prends donc une pince, plus adaptée. Mais il faut quand même que je la désinfecte. Je mets donc de la javel dessus. Oui, pas d'affolement, ça nettoie tout ça. Mais je trouve que ça ne suffit pas. Donc, je vais chauffer la lame jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Ouais, on va faire ça. Une fois que la lame est bien rouge, je la plonge directement dans la plaie. Dylan hurle de douleur. Aïe merde, j'avais oublié de la laisser refroidir. Oui je suis pas médecin moi, je suis architecte. Il y a une sacrée différence quand même, merde. Puis c'est pas grave, ça va cauteriser la plaie, c'est tout bénef. Mon bébé d'amour hurle tout ce qu'il peut. Je lui demande de la fermer, car je dois me concentrer. Mais non, monsieur hurle encore plus fort. Je lui dis alors. Bon, il est maintenant 2 heures du mat. Donc si tu pourrais fermer ta gueule, ne serait-ce le temps que je retire cette foutue balle, ce serait bien. Sans compter qu'avec tous tes hurlements à la con, je vais encore faire des conneries. Puis on va pas y passer la nuit non plus, hein. Donc silence maintenant. Je suis toujours en train de le charcuter pour essayer de retirer la balle. Mais je n'y arrive pas. Changement de plan. Je vais directement aller la chercher à la main.
Ça sera plus simple, hein, car sinon, on va y passer des heures. Je décide donc de me désinfecter les mains à l'alcool à 90. Perso, je m'en fous, j'ai pas de paix externe sur les mains. Donc, j'y vais de bon cœur. Puis en même temps, j'en verse sur la plaie de mon amour. Mais il hurle comme un putois. C'est bien ce que je me disais. Je suis encore tombé sur une chochotte. Ah les mecs, franchement. C'est alors que je plonge ma main directement dans la plaie. C'est tout visqueux là-dedans. Berk, c'est dégueu. Bref, continuons. Bon, alors. Non. Ça, je pense que c'est un tendon. Dylan hurle toujours comme un porc. Il me les casse vraiment, lui. Comment faire du bon boulot dans des conditions aussi merdiques? Au bout d'un moment, je sens un truc métallique. Bingo. C'est la balle. Je la lui retire. Non sans douleur, évidemment. Mais il hurle toujours, le pauvre chéri. Il a tellement mal. Je lui dis pour le rassurer un peu. C'est bon, arrête de brailler comme ça. Regarde, j'ai retiré la balle de ta guibole. Tu vois? C'est déjà bien. Bon, maintenant il est temps que je reprenne ma couture. Oh, chérie, il me vient une idée de génie. Je vais tirer une profonde entaille sur ta jambe. Qui sait? Ça va peut-être améliorer les choses. Ou pas. Mais il commence vraiment à paniquer. Mais peu importe. Je suis déterminée à m'améliorer en couture. Donc je reprends le grand couteau. Puis je place la lame sur sa cuisse, au-dessus de l'endroit où la balle a pénétré. Et d'un coup sec et violent, je lui tranche la cuisse. Il hurle de douleur. Mais, oups, j'y suis allé un peu trop fort, on dirait, car j'ai sectionné l'artère fémorale. Et merde! Le sang gicle et coule de partout. Je décide de suturer l'artère, pour essayer de stopper l'hémorragie. Mais merde! Ça ne fonctionne pas. De plus, ce con est en train de me foutre du sang partout. Bon, il est temps de passer au plan B maintenant. Je décide de l'amputer. Bon, sur ce coup-là, l'anesthésie est en option, hein. Bien évidemment. Je prends donc une scie et je commence à couper. Mais mon bébé d'amour hurle de douleur. Je lui dis alors. Tu crois que je n'ai pas souffert, moi, quand j'ai appris que tu me trompais avec la première salope venue? Si, alors maintenant ferme-la. Vous les mecs, vous faites souffrir les femmes, sans vous soucier de rien. Mais il faudrait quand même apprendre à connaître la personne avec qui tu partages ta vie, mon cœur. Car là, pour le coup, tu n'en serais jamais arrivé là, enfermé dans ma cave. Pauvre abruti que tu es. Je continue de scier sa jambe. Entre-temps, monsieur a perdu connaissance. Mais j'ai toujours un peu d'alcool de menthe sous la main. Je lui fais sentir. Il se réveille. Il était temps. Maintenant, je vais cauteriser la plaie, de la même manière que pour sa cuisse. Sauf que là, il n'en a plus. Donc je vais faire ça directement sur le moignon. J'ai un vieux couvercle en fer qui me sert plus à rien. Je le chauffe jusqu'à ce qu'il soit bien rouge et bien brûlant. Une fois cela fait, je le pose directement sur le moignon. Cette fois, la douleur est tellement forte qu'il tombe de nouveau dans les pommes. Ah, plus de son, plus d'image. Adios. Une fois terminé, je m'aperçois que le jour ne va plus tarder à se lever. Sans compter que mon cher bébé d'amour est à moitié mort. Disons qu'il a un pied dans la tombe et l'autre qui suit pas loin. Bon, l'autre est à côté de moi, avec le reste de sa jambe amputée. Donc autant l'achever maintenant, et on n'en parle plus. Je reprends alors mon grand couteau, et je l'égorge. Puis je le balance dans le puits. Il rejoindra les mecs qui ont cherché à profiter de moi, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il ne sera pas tout seul, car il n'y a pas que dans le placard qu'il y avait un cadavre. Il y en a aussi dans le puits. Et oui, c'est plus facile pour se débarrasser des corps. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je ne voulais pas déménager? Morale de l'histoire. Si un jour vous devez vous mettre en couple, que ce soit aussi bien avec un homme ou une femme, assurez-vous bien de vraiment connaître la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Cela vous évitera de finir comme ce cher Dylan, ainsi que les autres.